sait jamais à quelle distance de la bouche il faut le tenir. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que tout le monde entend bien? C'est très bien. C'est magnifique. Ok, super. Donc moi, en toute humilité, je viens faire donc la première partie de Christophe, avec un sujet absolument insignifiant, puisque je suis juste venu vous expliquer, selon moi, pourquoi le design d'expérience utilisateur va juste révolutionner votre entreprise. Voilà. Avant de commencer, je voulais naturellement remercier beaucoup Jean-Michel et Christophe pour l'invitation et pour cette opportunité de m'exprimer face à vous aujourd'hui. Alors, premier avertissement, c'est une présentation sans GAFA. Donc on va pas parler de Google, Apple, Facebook, Amazon, parce que on lit tous à peu près les mêmes choses sur Internet, et tout ce que je pourrais vous en dire, vous le savez déjà. Donc voilà, c'est un petit challenge que je me suis fixé pour ce soir, essayer de trouver d'autres exemples. La deuxième chose, c'est en fait, moi j'ai comme politique de laisser les slides derrière moi, et donc j'invite toutes les personnes intéressées par cette présentation à se mettre en contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous adresser les slides de la présentation. Donc on peut partir. Alors moi je vais me présenter très succinctement. Donc moi je suis consultant indépendant en design et innovation. Donc j'accompagne différentes structures dans le design de nouveaux produits, services, réflexion autour de leur écosystème, leurs concurrents, leur différenciation, parfois la réorganisation aussi de certaines de leurs activités. Voilà, c'est une activité que je pratique en freelance et dans un espace de coworking parisien qui s'appelle le Laptop et qui a comme particularité de réunir beaucoup d'indépendants du design et du design de service en particulier, et du UX designer. Voilà, donc ça c'est quelques-uns des clients que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans les 12 derniers mois sur plein de problématiques différentes, autant du produit que du serviciel, que de la facilitation de groupe, que parfois aussi des réflexions plus profondes sur les modèles économiques et l'avenir de certaines organisations. La particularité donc de ces différentes institutions avec lesquelles je collabore, c'est que systématiquement, quelles que soient les problématiques, ce qui réunit en fait tous ces domaines d'intervention, c'est le recours d'outils et de méthodologies qui sont issus du design centré utilisateur et plus particulièrement donc de ce qu'on appelle le design d'expérience utilisateur. Alors on entend plein de choses sur le design d'expérience utilisateur ces derniers mois. C'est pour ça que je voudrais être clair avec vous. L'UX design, c'est pas dessiner des jolies interfaces trop dans le vent qui marchent bien parce que c'est à la mode. C'est pas ça. C'est pas non plus être un cadre des principes ergonomiques et savoir ce qu'il faut absolument mettre ou pas mettre sur un site ou dans une application pour que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le buzzword marketer web de l'année, même si, ça pourrait le devenir pour l'année prochaine. Et surtout, et ça c'est la confusion la plus fréquente, c'est pas rendre tout facile et intuitif. C'est parce que tout ne doit pas toujours être facile et intuitif. Qu'est-ce que c'est l'UX design du coup alors? L'UX design, c'est concevoir des produits ou des services interactifs en se concentrant sur l'expérience que ces produits ou ces services offrent à leurs usagers. Ça veut dire que quand vous êtes en train de concevoir quelque chose de nouveau, vous devez comprendre la perception et le ressenti de vos utilisateurs, ainsi que les contextes d'interaction avec votre offre. Et ça, c'est fondamental, c'est encore trop peu fait, et ça peut faire des différences énormes en termes de choix de conception et en termes de développement de nouveaux produits ou de nouveaux services. L'UX design, c'est pas une formule magique, c'est une méthodologie, c'est pas des recettes toutes faites, c'est de l'accompagnement, chaque cas est unique, il faut comprendre le contexte, c'est la chose la plus importante, et c'est constamment un équilibre très difficile à trouver et à maintenir entre l'utilisateur, qui est l'obsession la plupart du temps des designers, la faisabilité technologique, qui est le domaine d'expertise des développeurs, et aussi bien évidemment l'intérêt de l'organisation qui nous mandate, et pour laquelle il faut produire un effet, produire un impact. Et c'est se demander où est la zone d'opportunité, où est la rencontre entre la faisabilité, la désirabilité et la profitabilité. Et voilà, moi très humblement, je suis venu vous dire ce soir qu'en fait, quand on se concentre sur l'expérience, ça révolutionne tout. Ça change la manière dont vous concevez vos produits et vos services, mais pas seulement. Ça change aussi votre rôle et votre relation avec votre écosystème, et ça peut changer l'organisation et même la mission de toute votre entreprise. Alors sans plus attendre, voilà, l'expérience change la conception de vos produits et services. Alors, excusez-moi, je vais attaquer une première croyance qui est encore très très présente en France, qui est que la valeur d'un produit, c'est la somme de ses fonctionnalités. Voilà, nous on est une belle culture ingénieure, rationnelle, cartésienne, qui produit souvent de l'innovation technologique reconnue dans le monde entier, mais on a parfois une fâcheuse tendance à croire que la valeur de quelque chose, c'est tout ce que cette chose est capable de faire.
Et moi, j'adore faire ce genre de talk en B2B parce que je peux sortir la slide suivante. Avec mes étudiants, ça marche moins bien aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose qui a demandé beaucoup de temps et qui va vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça, c'est extraordinaire. Quand on pense, ça c'était dans Word, c'est feu Clippy, ils ont fini par l'enterrer après 2 éditions. Donc Clippy, c'était extraordinaire, c'était un petit trombone animé qui apparaissait en haut à droite de la page quand vous tapiez un document et qui vous demandiait tout le temps si vous avez besoin d'aide au moment où vous n'en aviez pas besoin. Donc c'est le truc qui vous empêchait juste de taper et d'éditer vos documents. Pensez aux dizaines de milliers d'heures de réunions, de codes, de décisions, de personnes qu'il a fallu pour concevoir ce truc dont personne n'avait l'utilité et dont l'unique soulagement qu'on avait sur Word, c'était de trouver comment on pouvait désactiver l'apparition de ce truc. Voilà, ça c'est des gens qui ont cru qu'en fait, faire quelque chose parce que c'était possible, ça allait apporter de la valeur. Et ils se sont pas demandé si les usagers en avaient besoin. Du coup, maintenant, je vais prendre un exemple beaucoup plus récent et qui a beaucoup fait parler ces 2 dernières semaines. Je vais vous parler de Capitaine Train, que vous connaissez pour la majeure partie d'entre vous, qui a été racheté par son concurrent britannique pour un montant qu'on ignore encore, mais il semblerait que ça vaille 200 millions d'euros. Pardon ? 200 millions. Oui. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, qui utilise Capitaine Train ici? Alors les autres, je vous encourage vivement à le faire. C'est très simple, parce que la formule de Capitaine Train, c'est très simple. La valeur de Capitaine Train, c'est pas la somme des fonctionnalités, c'est toutes les fonctionnalités de Voyage SNCF, moins toutes les fonctionnalités qu'il fallait enlever sur Voyage SNCF. Et eux, ils l'ont fait. Donc c'est un service, moins la pub aussi. Donc c'est un service de réservation hyper rapide, pensé d'abord en mobilité, pour pouvoir procéder au choix, à la réservation de vos options ou de vos billets de train en moins de 30 secondes. Donc en fait, alors là normalement, c'est barré. Là je vois que c'est pas barré, donc là, imaginez que c'est barré. La somme, en fait, la valeur d'un produit, c'est pas la somme de sa fonctionnalité. La valeur d'un produit, c'est la perception que vos utilisateurs en a. Et la perception qu'il en a, c'est dans quelle mesure il couvre des usages cohérents par rapport à des contraintes que pose le contexte d'utilisation. Capitaine Train, il est pensé en mobilité, il est pensé pour être utilisé rapidement, il est pensé complètement autour du compte utilisateur. Vous pouvez retrouver vos billets, vos factures en 2 minutes, et c'est ça qui fait de la valeur. Pourtant, c'est pas une innovation de rupture, c'est pour réserver des billets de train. C'est révolutionnaire, quoi. Je veux dire, c'est voilà, c'est un truc qu'on pouvait pas du tout faire sur Internet avant. Enfin, on est tous d'accord. Le deuxième point, excusez-moi, je vais prendre de quoi boire parce que j'ai très mal à la gorge. Ah voilà, oui, je t'en prie. Hop. Le deuxième point, c'est l'expérience change votre rôle et votre relation avec votre écosystème. Alors, ça me contrarie parce que moi je voulais faire un pas de GAFA et pas de Natu non plus, mais là je vais quand même devoir parler de Uber. Alors la croyance numéro 2, c'est qu'en fait, quand on fait du design d'expérience utilisateur, l'utilisateur c'est le client. C'est le client final de votre système, c'est la personne qui paye. Et c'est pas forcément vrai. Alors on a beaucoup parlé d'Uber ces derniers mois, et Uber, une nouvelle fois, c'est intéressant parce que c'est une victoire de l'expérience. Dans la dimension où la proposition de valeur d'Uber, c'est une voiture qui vient vous chercher, avec quelqu'un qui conduit, qui vous prend à un point A et qui vous dépose à un point B. Encore une fois, une révolution technologique, on n'y avait jamais pensé avant, c'est fou. Et curieusement, tout le monde vous dit que Uber, tu comprends, c'est tellement différent du taxi. Et quand on demande aux gens pourquoi c'est différent, ils vous disent toujours la même chose. La commande est simple. Quiconque a déjà appelé G7 au téléphone voit de quoi je parlais. L'attente, alors ça c'est fou, on vous dit c'est plus rapide. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Statistiquement, autour de vous, il y a le même nombre de taxis que de Uber qui roulent. Mais curieusement, l'attente paraît moins longue. Pourquoi? Parce que vous voyez la voiture se déplacer sur la carte. Donc votre perception de l'attente est moins longue. Mais ils ont fait encore plus fort. Comme vous avez déjà enregistré votre carte bleue dedans, vous ne vous souvenez plus que vous allez payer la course. Donc ils ont réussi à vous enlever le souvenir désagréable de payer votre course. Donc votre perception du prix de la course est différente. Alors que, rassurez-vous, vous payez quand même. Et surtout, vous avez une dimension de contrôle parce que vous avez le profil du chauffeur, vous pouvez noter, vous avez le trajet avec le GPS, vous avez la facture, vous pouvez contester éventuellement, même si je pense qu'aucun ou aucune d'entre nous ne l'a jamais fait, mais le fait de savoir que vous pouvez le faire, ça vous met en confiance. Alors oui, on pourrait dire Uber, c'est le triomphe de l'expérience. C'est le renouvellement de l'expérience de la mobilité du taxi. Et en fait, on vous a toutes et tous menti. Parce que Uber, c'est pas le triomphe d'une expérience. Uber, c'est le triomphe de 2 expériences. Et c'est pas une application pour se faire balader. Uber, c'est un coach pour devenir chauffeur de taxi. Alors, l'expérience, c'est quoi l'expérience d'Uber quand on veut devenir chauffeur Uber? Ben moi, je l'ai fait, je vous invite à le faire, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site d'Uber et vous dites, ouais, ben moi aussi je veux conduire des Uber.
Alors vous voulez rentrer dans le back-office, vous pensez que ça va être extrêmement compliqué pour apprendre comment on fait, et en fait vous êtes déjà dans le back-office. Parce que si vous avez un compte Uber passager, vous pouvez activer et devenir chauffeur. Donc c'est une option par défaut en fait. Donc vous essayez de rentrer votre nom, il dit ah, je vous connais déjà, vous avez déjà un compte chez nous. Non, voilà toutes vos coordonnées, c'est pré-rempli, hop, on rentre. Et spontanément, le premier truc qu'on lit quand on arrive avant tout le reste, c'est on est là pour vous aider. D'ailleurs, si Internet c'est pas votre truc, c'est pas grave, on a des numéros de téléphone, on a des adresses à Paris, venez nous voir, on est disponible pour vous. Mais ça continue. C'est-à-dire après, vous avez un chemin extrêmement bien indiqué où vous êtes invité à uploader l'ensemble des documents qu'il faut pour pouvoir valider le fait de devenir chauffeur VTC. Vous avez bien sûr, si vous doutez encore, des témoignages d'employés qui racontent à quel point ça change leur vie parce que c'est leur entreprise et qui gèrent et tout va bien. Mais même si l'applicatif c'est pas votre truc, vous avez donc excusez-moi, des démonstrations de comment l'application fonctionne en mode chauffeur pour vous aider à la prendre en main et donc pouvoir commencer vos courses le plus rapidement possible. Et moi, le truc qui m'a tué, c'est moi j'ai pas de voiture, mais c'est pas grave parce qu'ils vous louent les voitures aussi. Donc en fait, en 10 minutes de voyage dans le back-office d'Uber, moi j'étais presque tenté de devenir chauffeur Uber juste pour rire, quoi. Une journée ou deux pour voir, quoi. Donc ils font pas encore les réductions CELIO sur les costards, mais je pense que ça va pas tarder. Et alors après, bon, j'ai oublié cette aventure, je suis sorti du back-office, mais l'aventure continue. Puisque maintenant, toutes les semaines, grâce à une super politique de CRM, je reçois des injonctions et des invitations, déjà à passer le concours VTC près de chez moi, etc. Parce qu'ils me disent, ah, c'est près de chez toi, il y a un truc, tu devrais y aller, télécharger l'application. Ils me rappellent avec du contenu à quel point c'est bien d'être employé pour eux. C'est ça, en fait, la victoire d'Uber. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que votre utilisateur, dans l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des parties prenantes de votre écosystème. Là où ils ont été extrêmement intelligents, Uber, c'est qu'ils ont été capables de stimuler l'offre et la demande conjointement. Ils ont autant facilité l'expérience des gens qui voulaient recourir à leur service pour se déplacer que des gens qui voulaient devenir taxi avec le prix exubérant d'une licence et les années d'attente parfois. Et ils se sont dit, tous ces gens-là veulent travailler, si on facilite l'expérience d'enregistrement et si demain ils peuvent conduire pour nous, on a un service concurrent. Et ils l'ont fait. Troisième point, j'en suis à combien là à peu près niveau timing? Magnifique. L'expérience change la mission et l'organisation de votre entreprise. Alors, la croyance, là, à laquelle je suis très souvent confronté, c'est qu'en fait, l'expérience, c'est une théâtralisation de la vente. C'est un truc de SAV, c'est du CRM, c'est de la com, c'est du vernis, en fait. On fait comme avant, mais c'est une nouvelle forme, c'est un nouveau packaging dans lequel on market les activités d'avant. Ça, voilà, le truc, c'est le nouveau 2.0, quoi, grosso modo. Voilà, UX, ça se colle un peu partout, comme 2.0 il y a 5 ans à peu près. Et si ça, c'est vrai, voilà ce qui se passe. Vous avez un input, vous avez votre chaîne de valeur, donc voilà, donc l'input passe d'activité clé en activité clé. Vous produisez un truc, à un moment donné, il faut bien qu'il rencontre son audience, qu'il attend en face. Vous avez une interface de contact, donc bon, bah, ça peut être du virtuel, ça peut être du réel, voilà, c'est numérique ou pas, ça peut tout à fait être dans la distribution Morta. Et là se produit l'expérience, c'est-à-dire l'interaction entre votre avatar, ce que vous avez... Ah, bon, Tiki me dit qu'il va dormir. Voilà, c'est ça. Alors, et là, vous avez l'expérience qui se produit, à savoir l'interaction entre votre utilisateur et ce que vous avez produit. Ça veut donc dire que les activités relatives à l'expérience, c'est les dernières de la chaîne, le marketing, la commercialisation et le SAV. Si vous fonctionnez comme ça veut dire que votre organisation, elle est divisée en silos. Et si elle est divisée en silos, avec des personnes qui font très bien leur job et qui passent le bébé au département d'à côté, il y a 3 questions clés. Qui, en fait, là-dedans, a la responsabilité de l'expérience utilisateur dans son intégralité? Où est la valeur produite? Puisque la valeur, c'est la perception. Donc, en fait, comment on sait qu'on est en train de produire de la valeur pour les utilisateurs? Et surtout, où est le feedback? C'est-à-dire, une fois que l'utilisateur il a interagi avec notre produit, qui collecte? Qui sait ce qu'on a fait? Qui sait ce qu'il faut améliorer? Et comment on le dispatche dans l'organisation? Alors, je vais vous parler de Valve. Est-ce que quelqu'un connaît Valve ici? Ouais? Alors, est-ce que tous les gens qui ont des enfants de plus de 8 ans peuvent lever la main, s'il vous plaît? Génial. Vous rentrez chez vous et vous dites Valve à vos enfants. Et alors ça, ils vont comprendre tout de suite. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Donc Valve, c'est un studio de développement de jeux vidéo qui existe depuis 1996, qui a développé du blockbuster en série, notamment donc des références dont vos enfants sont probablement extrêmement friands. Mais c'est pas la plus grosse innovation qu'ils ont lancée. Le plus gros truc qu'ils ont fait, ça s'appelle Steam. Steam, c'est une plateforme de commercialisation de contenu vidéoludique en ligne. Donc c'est un moment où ils se sont dit c'est bien de faire du jeu vidéo, mais si on avait la distribution et si on pouvait adresser une audience et leur proposer du téléchargement de jeux, ça serait chouette. Donc ils l'ont fait.
Et ça peut paraître trivial, le jeu vidéo et la distribution de jeux vidéo en ligne. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous mettre que ça fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires pour eux en 2015 en fait. Donc c'est pas une toute petite plateforme et c'est pas un tout petit secteur d'activité. Et alors ce qui est génial sur Valve, je vous ai mis la référence, je vous encourage à aller les lire, c'est hilarant. Moi j'étais mort de rire. Ça c'est le livret de l'employé Valve. Une aventure sans peur dans le fait de savoir ce que vous êtes censé faire quand il n'y a personne pour vous le dire. Parce qu'en fait, on l'apprend dans le guide de l'employé. Ça, c'est le diagramme, c'est l'organigramme de l'organisation chez les Valve. Donc là, en fait, vous avez Gabe qui a fondé Valve. Et en dessous, vous avez tout le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de silo, il n'y a pas de département. Il n'y a rien. Donc quand on demande aux employés de montrer comment ça fonctionne, ils dessinent des schémas comme ça, ou comme ça. Ou alors celui-là que j'aime beaucoup, donc ça, c'est tout le monde. Et ça, c'est le nouveau qui fait « Coucou, quelqu'un veut un café ?» Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez Valve, tous les ingénieurs sont libres de créer des projets eux-mêmes sans autorisation. Donc c'est les gens qui choisissent ce sur quoi ils vont travailler. Et la première qualité d'un employé Valve, outre son expertise technique, c'est le recrutement. Parce qu'il doit aller convaincre ses collègues de bosser sur son projet et que son projet il a plus de valeur et qu'il est plus important que ce sur quoi ils bossent. Leurs bureaux sont modulaires et sur roues et ils les coupent temporairement dans des équipes et ils peuvent quitter l'équipe quand ils veulent et rejoindre une équipe quand ils veulent. La conséquence de ça, c'est que Valve fonctionne très différemment du modèle qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez un input avec une organisation complètement flat, donc tout le monde bosse sur l'expérience utilisateur. Pourquoi ? Parce que tout le monde bosse sur l'interface, tout le monde bosse sur Steam, avec l'utilisateur au bout qui attend. La conséquence de ça, c'est qu'en fait l'output ou l'expérience, c'est la même chose. Toutes les équipes qui travaillent sur l'optimisation en continu de ce produit sont en train de travailler sur des éléments, des modules de l'expérience utilisateur. Et donc temporairement, vous pouvez avoir une équipe qui travaille sur l'optimisation du moteur de recherche de la plateforme, d'autres qui vont essayer de faire des fonctionnalités pour le compte utilisateur, d'autres qui vont proposer des présentations des jeux vidéo différentes. Bien sûr, vous avez une équipe qui elle est plutôt dédiée plateforme, qui va faire de l'A/B testing en continu, pour voir si tous ces micro-projets ils sont réellement générateurs de valeur et si on devrait les encourager, mieux les financer, mieux les visibiliser. Et puis une équipe aussi qui va tester la plateforme, le test de charge, l'infrastructure pour savoir. Donc faire des tests, donc on peut faire des tests interface, on peut faire des tests techniques, on peut faire des tests dans le contenu, on peut faire des tests sur à peu près n'importe quoi. La conséquence de ça, c'est une organisation cellulaire avec des couplages temporaires, une hiérarchie extrêmement faible et une organisation qui apprend et qui s'adapte en permanence, qui est concentrée sur l'impact et où le but du jeu, c'est d'avoir un feedback continu qui soit le plus régulier, le plus fréquent possible. Et donc, vous avez des entreprises qui sont encore en mode predicted control, où vous avez une tête pensante qui guide une organisation, qui doit savoir où elle va, et dont on attend qu'elle ait produit quelque chose pour savoir si ça avait de la valeur et si ça a marché. Et vous avez à l'inverse des écosystèmes, j'ose pas appeler ça des entreprises, avec une culture très forte, où les gens sont libres de faire à peu près ce qu'ils veulent, et où votre boulot, vous, de manager ou de chef, c'est de regarder ce qu'ils font, de mesurer la valeur que ça a produit et d'encourager les initiatives qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas la vision stratégique de votre organisation. C'est organique, c'est naturel, ça bouge tout seul. Et forcément, comme vous avez 1 millier d'employés, ils ont 1 millier de fois plus raison que vous. Donc mon point numéro 3, c'est qu'en fait, imaginez toujours que c'est rayé, l'expérience aligne toutes les fonctions de l'entreprise dans une même démarche. Parce qu'en fait, le média, c'est le message, mais en fait, aujourd'hui, le produit, c'est aussi le média. Donc, produire quelque chose, ou le distribuer, ou porter les valeurs de marque et le message, c'est la même chose. C'est le même effort, ça se fait dans une même chose qui s'appelle l'expérience, c'est-à-dire la série d'interactions que votre utilisateur a avec ce que vous lui offrez. Donc, je vous le redis, l'expérience révolutionne tout. Elle vous fait concevoir en vous concentrant sur la perception, l'usage et sur le contexte de vos utilisateurs. Elle vous fait repenser votre rôle et votre relation avec l'ensemble des acteurs de votre écosystème. Elle vous fait redéfinir l'organisation des activités de votre entreprise en vous concentrant sur l'impact. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.